Ravi de vous retrouver dans 24 heures, l'info en question. Il paraît que les Français sont fâchés avec les chiffres et l'économie. Et pourtant, ils ont élu un ancien banquier à la tête du pays. Être issu du monde de la finance, est-ce un atout? Est-ce qu'un président efficace est d'abord un bon manager? Les planètes sont-elles alignées pour qu'Emmanuel Macron puisse faire redécoller l'économie française? Emmanuel Macron est-il le banquier qu'il nous faut? C'est l'heure des comptes ce soir dans 24 heures en question avec nos invités. Et j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Jean-Marc Daniel. Bonsoir, économiste, professeur à l'ESCP Europe et directeur de rédaction de la revue Sociétale. Danielle Simonet, bonsoir. Bonsoir. Coordinatrice du Parti de gauche, oratrice nationale de la France Insoumise et conseillère de Paris. Sébastien Ley, bonsoir. Bonsoir. Entrepreneur, chercheur associé à l'Institut Thomas More. Enfin, Frédéric Farah, bonsoir. Bonsoir. Professeur de sciences économiques et sociales à l'Université Paris-La Sorbonne. Vous êtes le co-auteur d'Introduction inquiète à la Macron-économie aux éditions Les Petits Matins. Dans un monde géré par la finance, c'est un banquier qu'il nous fallait? Jean-Marc Daniel. D'abord, il faut essayer de savoir ce qu'on entend par gérer par la finance. C'est un peu compliqué. Le mot finance, c'est un peu un mot de combat. Je dirais qu'un des enjeux, effectivement, de l'économie française, c'est son déficit budgétaire qui se combine avec un déficit extérieur. Et on peut penser qu'Emmanuel Macron a un peu un profil correspondant à ce genre d'enjeu. Mais je pense que son élément le plus important dans son profil, c'est qu'il est inspecteur des finances avant d'être banquier. Et donc, des inspecteurs des finances, on en a eu. On a eu aussi des conseillers à la Cour des comptes, à la tête de la France. Et leur bilan en termes de finances publiques n'ont pas forcément été particulièrement brillant. Je rappelle que Jacques Chirac était issu de la Cour des comptes et qu'en Premier ministre, c'est lui qui a lancé le premier grand déficit budgétaire de la Ve République. François Hollande était conseiller à la Cour des comptes. Alors c'est un peu trop récent pour faire un bilan définitif et systématiquement négatif de ce qu'il a fait. Mais bon, donc je pense que ce qui est intéressant dans son profil, c'est plus son profil d'inspecteur des finances, de haut fonctionnaire, que la dimension strictement banquier. Danielle Simonet. Écoutez, d'abord, je voudrais réagir à ce que je viens d'entendre. Vous avez parlé de la dette. La dette est un très mauvais prétexte. Vous savez, la dette, c'est pas un problème. Vous avez 80 milliards d'évasion fiscale, plus 20 milliards d'optimisation fiscale, ce qui est finalement une fraude fiscale légalisée. Et donc, vous pouvez très bien mener une toute autre politique et résoudre ce problème de la dette en allant faire en sorte que ceux qui fuient l'impôt cessent de fuir l'impôt. Donc pour répondre à votre question, est-ce qu'il nous faut un banquier pour défendre l'économie? Tout dépend quelle économie. L'économie, c'est pas une science, c'est pas une seule politique économique possible. Je pense qu'il faut un banquier pour bien défendre les intérêts des banquiers, pour bien défendre les intérêts des actionnaires, pour bien défendre les intérêts des patrons du CAC 40. Et je pense que M. Macron, a été... D'ailleurs, c'est M. Attali qui se vantait de l'avoir créé, de l'avoir révélé, puisque M. Macron, d'ailleurs, avait été désigné, quand il était jeune énarque, le rédacteur du rapport Attali sur la libération de l'économie, qui était finalement, derrière le mot libération, une volonté de revenir sur tous les acquis du Conseil national de la résistance et de faire une politique extrême libérale. Donc M. Macron, ensuite, a été soutenu par les plus grands patrons des médias, dont ceux qui dirigent, que ce soit par exemple BFM, que ce soit Le Point, que ce soit tout un tas de médias, pour justement bien servir leurs intérêts. Et je vois que, pour terminer, dans le projet de loi de finances, 9 milliards ont été accordés aux plus riches. On y reviendra. Donc oui, ce banquier dessert bien les intérêts de l'oligarchie. La parole de l'entrepreneur, Sébastien Ley. Est-ce un banquier qu'il nous faut? Alors Emmanuel Macron a fait un court passage par le privé, par la grâce un petit peu du capitalisme de connivence à la française. Vous avez comme ça des liens incestueux entre la haute administration, la commission Attali et certaines grandes banques d'affaires. C'est certainement plutôt un atout, non pas uniquement parce qu'il s'est enrichi d'ailleurs par son passage dans le privé, mais essentiellement parce que ça lui donne quand même un minimum de connaissances de la sphère économique et financière. Et dans le contexte actuel, notamment, nous sommes encore en train d'essayer de nous en sortir de la crise de 2008. Ça dure depuis longtemps, mais nous avons encore des difficultés économiques. Il vaut mieux avoir des dirigeants qui ont un minimum de compétences en la matière. Cela étant, je rejoindrai plutôt l'avis de mon voisin, Jean-Marc Daniel. Effectivement, il reste avant tout un technocrate. Nous avons déjà eu des inspecteurs des finances, Premier ministre ou Président de la République. Nous en avons eu plutôt de très bons, comme Valéry Giscard d'Estaing.
de moins bon parfois, notamment à Matignon. Le jury reste ouvert et nous en reparlerons dans quelques années pour savoir si en matière économique, en tout cas, c'était plutôt un bon choix d'avoir un ancien banquier d'affaires. Le jury reste ouvert. Frédéric Farah. Moi, je pense qu'il serait très important qu'il s'émancipe finalement de ce milieu-là, même s'il n'a fait qu'un court passage dans la banque. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe, même si je suis d'accord avec Jean-Marc Daniel sur finance, il faudrait préciser les choses. Mais si on présente les choses de cette manière, en disant il y a la finance comme moyen et la finance comme finalité. Évidemment, dans une économie, financer des activités, c'est absolument essentiel. Le problème, c'est que la finance telle qu'elle s'organise aujourd'hui dans le cadre d'une économie mondialisée, elle a tendance à se tourner contre l'économie réelle plus qu'aller dans son sens. Donc, c'est-à-dire aller contre la production, où aujourd'hui, on a envie presque de dire que c'est plutôt les entreprises qui financent la bourse que la bourse finance les entreprises. Si M. Macron arrive à s'émanciper, si vous voulez, de cet univers et de ne pas en être le porte-parole et de mettre la finance au service de l'économie réelle, on aura tout gagné. Ce qui reste à voir quand on voit les choix fiscaux qui ont été faits. Et deuxièmement, le gouvernement, même par les hauts fonctionnaires, c'est-à-dire l'expertise, l'inspection des finances, on nous a, je rappelle, dans les années 70, dit qu'on avait le meilleur économiste de France qui était Raymond Barre. Le bilan a été plus que discutable. Donc c'est pour cela que ça soit le gouvernement. Je sais que ça va fâcher Jean-Marc Daniel, je suis désolé. Et c'était un professeur, pas un technocrate. Non, rappelons-le. mais c'était un professeur, c'est l'expertise. Ouais, c'était l'expertise, on nous avait dit que c'était le meilleur économiste de France. À la fin, on a vu ce que ça a donné. C'était pas si calamiteux que ça. Non. Bon, on pourra en discuter si vous voulez. Mais ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que ça soit entièrement par les banques ou l'expertise, soyons prudents. Soyons prudents. En attendant de parler des choix économiques d'Emmanuel Macron, est-ce que l'horizon est dégagé pour l'économie française en 2018 ? Réponse avec les indispensables de Jennifer Nock. Bonsoir Jennifer. La conjoncture économique est très favorable. Quels sont les signes de bonne santé de l'économie française ? Eh bien, écoutez, la France décolle. D'après l'INSEE, la croissance devrait atteindre 1,9% en 2017, du jamais vu depuis 6 ans. Tous les indicateurs économiques sont au vert. La consommation des ménages, l'investissement des entreprises progresse, plus 4% par an. La consommation des ménages accélère, plus 0,6% au 3e trimestre. L'industrie aussi se porte mieux. L'industrie manufacturière enregistre sa plus forte croissance depuis près de 17 ans. Autre indicateur, le chômage. Le taux de chômage baisse. C'est fragile, mais c'est tangible. 9,4% aujourd'hui contre 10% l'année dernière. La France qui attire et séduit de plus en plus. La preuve, en 2016, seuls 36% des chefs d'entreprise étrangères jugeaient la France attractive. En 2017, c'est 60%, quasiment le double. L'Hexagone veut redorer son image. Exemple, la France s'est battue pour devenir une place financière. À l'issue d'une sélection et d'un tirage au sort, Paris a été choisi pour héberger l'agence bancaire européenne qui quittait Londres suite au Brexit. Autre exemple, la France s'est aussi portée candidate pour organiser les Jeux Olympiques en 2024. Paris s'est donc lancé dans une opération séduction tout azimut et ça marche. Aujourd'hui, 72% des investisseurs américains installés en France jugent que l'économie française évolue dans la bonne direction. Est-ce qu'on peut donc être optimiste pour 2018 ? Alors, optimiste, oui, mais raisonnablement. Pas question de crier cocorico trop vite. D'abord parce que la croissance française a beau s'améliorer, avec 1,9%, elle reste inférieure à celle de la zone euro qui devrait atteindre les 2,2%. La France profitera donc un peu moins que ses voisins de la reprise du commerce international et de l'amélioration de la conjoncture. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a encore des freins à la croissance en France. Premier boulet, c'est le déficit public. Le gouvernement prévoit maintenant de le contenir à 2,9% du PIB en 2017. C'est donc en dessous de la barre des 3% autorisée par Bruxelles. Mais c'est très juste, il va donc falloir continuer, vous voyez, à faire des efforts. Deuxième boulet, le déficit commercial. C'est le fameux écart entre les importations et les exportations. Eh bien, ce déficit s'est encore dégradé en septembre, atteignant 61 milliards d'euros, 13 milliards de plus qu'en 2016. Merci Jennifer. On l'a vu avec cette métaphore, il y a encore quelques boulets qui traînent l'économie française, mais globalement les indicateurs sont au vert. Est-ce qu'on peut s'accorder sur le fait que l'économie française va un peu mieux ? Non mais franchement, là ce que vous venez de nous présenter, c'est un bourrage de crâne libéral hallucinant. Moi je vous invite à sortir du dogme
de la croissance Ce sont et a des présenté faits. d'autres Après, on peut les lire indicateurs de différemment. développement humain. Qu'on prenne d'autres indicateurs de développement humain. Est-ce que la pauvreté et la précarité ont régressé en France? Est-ce que le nombre de personnes sans logement ou mal logées ont régressé? Est-ce que la pollution, par exemple, a régressé? Est-ce que les problèmes de maladies environnementales, par exemple, diminuent? Qu'on prenne ces indicateurs-là et qu'on sorte du dogme de la croissance parce qu'on vit dans un monde où les ressources naturelles sont finies. Donc pour vous, ça va moins bien? Mais la situation, évidemment, elle se dégrade. Les inégalités sociales se sont creusées très fortement ces dernières années. Vous avez, sur les produits, entre guillemets, de la croissance, les profits de la croissance sont énormément captés par les dividendes versés aux actionnaires et ne sont pas réinvestis dans l'économie réelle. Prenons d'autres indicateurs pour voir comment va la vie des gens. Parce que là, finalement, on peut dire les indicateurs de celles et ceux qui peuvent profiter, c'est-à-dire les 10% les plus riches, qui profitent du système économique actuel dominant, ça ne peut pas. Mais vous êtes là justement pour en débattre et pour donner un autre regard. Parce que Jean-Marc Daniel. Les chiffres du chômage, on voit comment est-ce qu'ils sont manipulés. Écoutez. Jean-Marc Daniel. Oui, je crains de devoir soutenir le point de vue du bourrage de crâne libéral. C'est-à-dire que je me suis reconnu dans tous les chiffres qui ont été exposés. C'est-à-dire que... C'est bien la preuve. Oui, exactement. Oui. Hein et comme l'a dit l'ancien président de la République, ça va mieux. C'est-à-dire que c'est lui qui a... Ça va mieux pour qui? Ça va mieux globalement, ça va mieux sur le plan conjoncturel. Parce que là où je vous rejoindrai, c'est qu'effectivement, il y a quand même deux niveaux d'interprétation de ce qui se passe. L'économie, les économies modernes sont cycliques et on est dans une phase qui est la phase favorable du cycle économique. Et donc, un des intérêts de la politique que l'on doit mener, c'est de profiter de cette phase pour remettre de l'ordre sur les problèmes de fond, les problèmes structurels, les problèmes qui se posent à l'économie française. Alors, il y en a deux qui ont été évoqués. Incontestablement, le déficit public est un problème. On devrait être à l'équilibre. Dans cette phase du cycle, la plupart de nos partenaires économiques sont à l'équilibre budgétaire. On est en dessous des 3%, mais on est le plus mauvais élève de tous les pays développés en termes de déficit public. Ça va mieux, mais ça va pas forcément bien. Ça va mieux en ce sens que ça pourrait aller mieux pour un certain nombre de gens. Comme la situation s'améliore, si vous voulez, c'est ce que dit notre président de la République, la première source d'inégalité, c'est le chômage. Et c'est la croissance qui va porter la réduction du nombre de chômeurs. Et effectivement, le taux de chômage se réduit. Comme en Allemagne Comme en Allemagne, parce qu'en Allemagne... En Allemagne, le nombre de chômeurs a peut-être réduit, mais par contre, le nombre de travailleurs pauvres a complètement explosé. Oui, ça dépend de ce qu'on appelle un travailleur pauvre par rapport à la situation en Allemagne. Et ensuite, quand on regarde la situation de l'Allemagne, une des choses que l'on intègre mal, c'est effectivement la difficulté qu'a encore les gens qui sont dans l'ancienne Allemagne de l'Est à s'intégrer dans une dynamique d'insertion sur le marché du travail. C'est la faute des gens. Non, c'est pas la faute des gens, c'est la faute effectivement d'un héritage, c'est la faute du régime antérieur qui les a mis dans des situations où ils ont difficile de se réadapter. Pour conclure sur ce que je disais sur le déficit extérieur également, c'est une angoisse parce que le déficit extérieur, vous l'avez dit, est en train de se creuser. Or, un des éléments qui avait fourni le carburant pour la reprise, ça avait été le contre-choc pétrolier. Or, le prix du pétrole se remet à augmenter. C'est-à-dire que depuis qu'Emmanuel Macron a été élu, quand il a été élu le jour où il est rentré en fonction, le prix du pétrole était à 47 $ le baril. Aujourd'hui, il est à 66 $ le baril. Et donc, on peut penser que cette hausse n'est pas durable, c'est-à-dire qu'on va redescendre vers 60. Mais il y a un des pains blancs de la reprise qui a été mangé. Et des réformes qui doivent être faites très rapidement parce que cette amélioration conjoncturelle n'est pas forcément durable, n'est pas forcément très pérenne. Ça va un peu mieux, mais il ne faut pas s'emballer pour autant. Voilà. L'avis de l'entrepreneur Sébastien Ley. Alors, indubitablement, l'économie mondiale va mieux, et en réalité, elle va mieux depuis déjà 2 ou 3 ans, et enfin, la France finit par en profiter. Là aussi, je rejoindrai l'avis de Jean-Marc Daniel. En réalité, nous sommes probablement au pic de ce cycle d'expansion. Nous sommes plutôt vers le milieu, vers la fin qu'au début. Nous n'avons pas plusieurs années de croissance, 1,9% en France. Au maximum, nous aurons une bonne année et ensuite nous rentrons, je dirais, dans la période de tous les dangers. Et en réalité, les performances de l'économie française s'améliorent en relatif par rapport aux années précédentes, par rapport au quinquennat Hollande, notamment au début du quinquennat Hollande. Mais de manière relative, elles sont plutôt décevantes. D'abord parce qu'il n'y a pas de réduction des inégalités. Effectivement, on a raison de rappeler qu'en France, il y a toujours près de 6 millions de pauvres si on utilise les standards internationaux, 3,5 millions de mal logés. Et même si on regarde cette fois-ci les chiffres, il faut replacer tous les chiffres de votre présentation à l'aune des moyennes européennes. Le chômage, 9,4%. La moyenne du chômage en Europe est à 7,8%. Autre chiffre, le déficit, 2,9-3%, mais la moyenne en Europe est de 0,8%. Donc on est quand même
mauvais élèves. Nous sommes des mauvais élèves de la classe. Et rappelons-nous, lors du dernier pic d'expansion économique en 2007, lors du premier quinquennat de Sarkozy, fin 2007, la croissance en France est à 2,4%, le chômage baisse en dessous de 8%. Aujourd'hui, nous en sommes loin. Frédéric Farah, est-ce qu'il est responsable ou pas de cette embellie économique française, si on considère que l'économie va un peu mieux, Emmanuel Macron? Dire qu'il en est, comment dire, à l'origine, à mon avis, c'est lui prêter des vertus, à mon avis, qu'il n'a pas. Que peut-être des mesures antérieures aient pu jouer un rôle. Très bien, Jean-Marc Daniel soulignait le contre-choc pétrolier. Je crois que la part de M. Macron, je veux bien que tout l'appareil de communication qui est le sien fasse en sorte de dire qu'il est à l'origine. Ça, il faut être très prudent. Moi, je ne crois pas qu'il soit encore à l'origine de quoi que ce soit. Et même sur le moral des entreprises, des patrons? Écoutez, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si le moral doit se traduire par plus de licenciements, comme on vient de le voir chez Pimki Le moral de Tavares. En économie, le moral, ça ne veut rien dire. Oui, on est d'accord, on n'est pas capable de le chiffrer. Mais on comprend que Tavares aille bien, qu'il ait le moral. Mais cela étant dit, qui est peut-être un climat des affaires qui est peut-être plus propice, on peut en discuter. Mais moi, si vous voulez, je vous ferai 2-3 réactions par rapport à ces chiffres et ce que je viens d'entendre. Alors, tout d'abord, c'est intéressant de voir qu'il y a un élément qui n'est pas du tout évoqué, qui a joué un rôle positif et qui va cesser de jouer ce rôle positif, c'était l'euro. L'euro qui est surévalué pour notre économie, c'est le FMI qui le dit. Hein. On ne va pas prêter au FMI peut-être on ne va pas l'imaginer très critique sur beaucoup de choses, mais il dit que c'est surévalué. On a eu un euro qui a faibli par rapport au dollar, ça nous a servi. Là, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'il est repassé à 1,19. C'est-à-dire que maintenant, avec 1 euro, j'ai un $1,19. On le voit bien sur le titre d'Airbus aujourd'hui, malgré les bonnes commandes et autres, le titre d'Airbus ne s'apprécie pas trop parce que Airbus regarde d'un très mauvais œil le fait qu'effectivement que le dollar va lui tailler des croupières. Ça ne va pas être terrible. Bon, ça c'est un. Deuxièmement, nous vivons avec une monnaie surévaluée. Et comme on vit avec cette monnaie surévaluée, on doit compenser de ces surévaluations par une plus grande flexibilité sur le marché du travail et par comprimer les coûts. Parce qu'on ne peut pas, pour des produits homogènes, par exemple, jouer sur notre monnaie avec des dévaluations qui pourraient être contrôlées. On ne peut pas. Donc on doit récupérer ça en exerçant une pression sur les salaires. Donc ça, c'est un élément qui joue. Deuxièmement, vous me dites qu'il faut flexibiliser le marché du travail? Non. Frédéric Farah, attendez, mettez-moi d'un doute. Vous m'avez mal C'est ce compris. qu'il a dit. Il a dit on a choisi l'euro, et choisir l'euro, ça veut dire que... C'est le choix de la flexibilité. On a fait ce choix. Une fois qu'on a fait un choix, on est cohérent dans nos choix. Il n'y ait pas de confusion dans mes propos. Tant que vous avez l'euro que vous avez aujourd'hui, vous ne pouvez faire autre chose que de la flexibilité du marché du travail. Donc pour moi, un des problèmes, c'est pas célébrer la flexibilité du marché du travail, c'est de dire que comme on refuse de jouer sur cette variable qui est l'euro, eh bien il n'y a plus qu'une seule politique économique possible en matière d'emploi, c'est la flexibilité. Ça, c'est un choix qui me paraît essentiel de questionner, c'est-à-dire le choix de la flexibilité, donc la question de l'euro. Ça, c'est un. Et deuxièmement, au niveau européen, puisqu'on en parle, c'est-à-dire, nous vivons dans une Europe qui est dans des stratégies non coopératives en permanence et qui a eu pour conséquence d'exporter le chômage chez le voisin. Et c'est ce qu'a fait l'Allemagne dans sa politique de modération salariale. Elle a exporté son chômage chez les autres. Donc, et en plus, nous vivons dans une Europe, et c'est pour ça que ça ne va pas aller bien, où nous vivons avec des paradis fiscaux en Europe qui essorent les recettes publiques, comment dire, des voisins. C'est-à-dire, nous avons construit une union avec Malte, l'Irlande, je n'ai rien contre ces pays, mais ce sont des paradis fiscaux. Donc on ne peut pas imaginer une coopération européenne avec des États qui passent leur temps à siphonner les recettes des autres. Donc, et ça, c'est un problème. Et dernière chose, je ne veux pas être trop long, on insiste toujours sur le déficit public ou la dette publique. Mais on oublie que l'origine de la crise de 2008 vient du secteur privé et de la dette privée, et non pas de la dette publique. Et c'est ça le problème. Et si notre dette publique passe d'environ 66% du PIB au début de la crise à plus de 90%, c'est pas 30%, 30 points, pas 30%, mais c'est pas 30 points de pourcentage en plus qui est lié à un État-providence généreux. C'est lié effectivement au soutien qu'il a fallu apporter aux banques et à l'activité. Voilà pour votre démonstration. Je voudrais qu'on en vienne au vocabulaire d'Emmanuel Macron, ancien banquier. Il l'assume, c'est un rapport décomplexé à la réussite, à l'argent. Il défend la culture du résultat, comme dans l'entreprise. Petit guide du lexique macronien avec Camilla Campusano. Des mots révélateurs, choisis soigneusement par Emmanuel Macron. J'attends de vous que vous soyez des entrepreneurs de l'État. Entrepreneur, au sens large, voilà la conception du chef de l'État. Il s'adresse ici au préfet de France. Et le mot d'entrepreneur ne se réduit pas à l'entreprise. C'est le fait de faire, d'entreprendre, d'avoir une volonté de transformer et de la conduire au concret du terrain.
Plus que l'entreprise, l'univers de la start-up comme modèle. L'innovation, la liberté, l'audace n'est pas réservée à celles et ceux qui créent des start-up. C'est votre devoir, c'est le visage qu'il nous faut donner à l'action publique dans les prochaines années. La France est en train de devenir la nation des start-up. Mieux encore, Une start-up nation. Startup Nation, un anglicisme. Le genre de formule particulièrement répandue dans les startups. Hello Pepper. Alors rien d'étonnant quand Emmanuel Macron choisit une expression en anglais pour nommer les groupes d'intervention contre l'État islamique ou contre le trafic d'esclaves en Libye. Avec une task force opérationnelle dans le cadre d'une task force 150, d'une task force. Derrière la start-up, une énergie qu'Emmanuel Macron s'approprie, l'esprit de conquête. Et c'est en effet cela, l'esprit start-up. Au fond, un esprit de conquête dans lequel je veux en effet me reconnaître. Renouer avec l'esprit de conquête qu'il a fait, de retrouver l'esprit de conquête. Venez conquérir. La terre de conquête aujourd'hui est la France. Et l'esprit de conquête y souffle à nouveau. Comme dans le milieu de l'entrepreneuriat, Emmanuel Macron cultive la réussite. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Et je veux qu'on célèbre toutes ces réussites. Si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. Pour diriger la France, que ce soit dans les domaines du handicap, de la gestion des territoires, des outre-mer ou encore dans l'alimentation, un maître mot pour Emmanuel Macron, le pragmatisme. C'est un pragmatisme auquel je nous invite collectivement. Il faut avoir beaucoup de pragmatisme. Un pragmatisme à mener. J'ai souhaité que nous puissions, avec pragmatisme, et donc c'est avec pragmatisme et au plus près du terrain, que je souhaite que l'exécution des prochains mois soit conduite. Ce que l'on vient d'entendre, c'est le vocabulaire d'un président ou d'un chef d'entreprise? Je dirais deux choses Daniel. par rapport à ça. D'abord, on a souligné qu'il utilisait des mots anglais. Je pense que, alors tout le monde utilise des mots anglais, même ses prédécesseurs utilisaient des mots anglais, mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il parle anglais. Team building, process. Oui, mais il parle anglais. Il est capable de tenir une conférence. Il l'a fait quand il était ministre à la LSI et il s'est exprimé en anglais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la façon dont Nicolas Sarkozy ou François Hollande parlaient l'anglais. Et donc, ça veut dire qu'il est immergé dans une culture internationale. C'est-à-dire que non seulement il utilise des mots anglais, mais il sait ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire qu'il a une vraie appréhension, une vraie réalisation de ce qui se passe autour de nous, de la façon dont les pays autour de nous évoluent, fonctionnent. Et il n'est pas uniquement dans un débat et dans une culture franco-française. La deuxième chose, c'est que dans l'évolution de son vocabulaire, moi ce que je trouve, c'est qu'il y a un vocabulaire quand il était ministre et un vocabulaire maintenant qu'il est président. C'est-à-dire son code vocabulaire de ministre, c'est véritablement effectivement entrepreneur, c'est véritablement la société des clients. À un moment donné, il dit on va quitter un monde employeur-employé pour aller vers un monde client-fournisseur. Ça, c'est un de ses discours en 2015 à l'université du MEDEF. Et puis maintenant, il parle... Comment ? Chez ses amis. Chez ses amis, oui. Mais Jean-Marc Ayrault était allé aussi parler à l'université d'été du MEDEF. Vous avez préparé le terrain. Et donc, en tant que président, est-ce que son vocabulaire a changé ? Oui, je trouve que son vocabulaire a changé. Il est plus orienté maintenant vers le mot conquête, vers le mot effectivement, vers l'idée d'une sorte de France qui retrouve sa place, d'une France qui est de nouveau à niveau, notamment par rapport à ses partenaires européens, alors qu'il était en tant que ministre. Alors effectivement, le discours et les enjeux d'un ministre ne sont pas exactement les mêmes que ceux d'un président de la République. Donc il y a une sorte de capacité de s'adapter à la fonction qui est assez intéressante, mais il est plus orienté vers le régalien maintenant, y compris dans son discours, qu'il ne l'était en tant que ministre. Et donc, il y a une cohérence économique qui est en train de se défaire plus ou moins dans le discours du président par rapport à celle du ministre. Est-ce un vocabulaire de président pour vous ? En fait, c'est surtout un vocabulaire de l'idéologie dominante extrême libérale. Mais M. Macron, plutôt que d'utiliser tous ces mots anglais, ferait mieux de parler portugais, parce qu'en ce moment, c'est le Portugal qui refuse d'appliquer toutes les injonctions de l'Union européenne, des politiques libérales, et qui finalement s'en sortent très bien, bien mieux que les autres pays européens, parce qu'ils arrêtent de vouloir à tout prix réduire les déficits publics et mettre en place la réforme structurelle, justement, de casse du monde du travail et de remise
remise en cause des droits sociaux acquis et conquis de haute lutte. Mais est-ce que selon vous, il a réussi à convertir les Français à sa culture de l'entreprise, du résultat? Je pense que les Français ne sont pas dupes. Maintenant, ils continuent à chercher à mener cette bataille culturelle. Il faut comprendre cela. Quand il parle des premiers de cordée d'un côté et qu'il méprise les 90% en les traitant de rien, quand il dénigre les chômeurs en montrant finalement qu'il faudrait les traquer parce que parmi eux, beaucoup sont des fraudeurs, je veux dire, tout son discours vise à faire croire que la réussite, c'est l'accumulation des profits, voilà, et qu'il faut tout faire pour les premiers de cordée et donc pour les intérêts de la casse et de la finance. Puisque vous parlez de mépris, non, pour moi, ça n'est pas républicain. Puisque vous parlez de mépris, on va se souvenir de cette mépris de classe, de cette séquence qui avait fait beaucoup réagir, notamment vous, à l'époque où Emmanuel Macron était ministre de l'économie. Voici ce qu'il répondait à un homme qui l'interpellait sur le projet de loi travail préparé par le gouvernement précédent. Regardez. Si vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Parce que maintenant, ce qui a bloqué la France, c'est le terrain de votre foi, monsieur. Vous savez, la meilleure façon de se payer un costard, vous êtes en train de faire peur à votre cœur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. Mais travailler. Mais je viens de travailler, M. Macron. Donnez du travail. Donnez la raison, je travaille. Donnez du travail. Qui ont envie de réussir. C'est révélateur de sa personnalité, Sébastien Lein. Inacceptable. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai eu honte de mon pays à ce moment-là. Bref, ne revenons plus sur cette anecdote. Non, pour revenir sur le discours d'Emmanuel Macron, je crois qu'il utilise les mots de sa génération. Mais, c'est surprenant ce que vous dites. Oui, j'ai eu honte parce que même si on a un discours moderne, managérial, utiliser de telles expressions, parler des 100 costards, notre président avait parlé des 100 dents, ça suffit, ça fait maintenant des années. On peut très bien avancer tous ensemble, sans forcément pointer du doigt certaines catégories, et surtout quand on est tout en haut, quand on se fait en plus le représentant des premiers de cordée, de ceux qui réussissent. Le but de la politique, si vous retournez vers les grands textes, vers saint Thomas d'Aquin, Aristote ou d'autres, c'est justement d'intégrer les masses populaires, c'est d'aller de l'avant, de faire de la croissance, créer les conditions de la prospérité, mais pour tous, vous ne pouvez pas, et en tout cas pas dans le discours officiellement stigmatiser certaines catégories de la population. Donc oui, j'ai été choqué à cette époque, et je suis toujours choqué quand j'entends certaines tirades d'Emmanuel Macron. Alors au début, quand ça se produisait, je mettais ça sur le compte de la provocation. J'espère que pendant le quinquennat, ça ne se reproduira plus. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous ne vous reconnaissez pas dans un discours un peu caricatural où on oppose les patrons et les employés? En tant qu'entrepreneur, en tant qu'humaniste, je ne me reconnais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le monde du business, par exemple comme quelqu'un comme Emmanuel Faber, qui était venu faire à HEC faire un discours comme ça sur l'humanisme en entreprise, qui ne peuvent pas se reconnaître dans ses propos. Voilà. Alors peut-être que parfois, il a le sens de la provocation, peut-être qu'il veut créer du changement aussi dans le corps social français et que son idée, c'est un peu de secouer les mentalités. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça me paraît toujours maladroit. Juste pour intervenir là-dessus, pour le défendre, je pense qu'il y a aussi un discours d'Emmanuel Macron qui est un discours de philosophe. C'est pas de la philosophie. Non, mais quand il parle des fainéants, il fait allusion à un texte. Rousseau parle à plusieurs reprises des fainéants et des hommes utiles. Rousseau, qui a écrit le discours sur l'économie politique, qui a fait l'article économie dans l'encyclopédie, a de longs passages sur la distinction qu'il faut faire. C'est sur les fainéants, mais sur le costard. Oui, mais le costard et tout ça, c'est la même logique, puisque à un moment donné, il a dit effectivement, il y a ceux qui me critiquent, ce sont les fainéants et les hypocrites. Je pense que cette façon de s'exprimer, c'est aussi un héritage de sa formation intellectuelle de philosophe et de référence à des textes que les gens ont oubliés, mais que quelqu'un qui a fait des études de philosophie a manié dans ses études. C'est tout sauf un philosophe. Il a fait des études de philosophie. Vous restez avec nous, on va continuer ce débat évidemment. Allez-y. On va revenir, retenez votre pensée sur le décryptage du langage macronien. C'est très important pour notre débat. On se demandera aussi si on est vulnérable à l'économie parce qu'on n'y connaît rien. Est-ce un cliché? Vous restez avec nous, à tout de suite. Vous êtes bien devant 24 heures, l'info en question. Emmanuel Macron est-il le banquier qu'il nous faut? Être issu du monde de la finance, est-ce un atout ou pas pour diriger un pays? On continue d'en parler avec Jean-Marc Daniel, économiste, professeur d'économie à l'ESCP Europe, Danielle Simonet, coordinatrice du Parti de gauche, à Sébastien Lein, entrepreneur, chercheur associé à l'Institut Thomas More, et Frédéric Farah, professeur de sciences économiques et sociales à l'Université Paris-La Sorbonne. Justement,
justement, Frédéric Farah, je vous ai vu bouillir tout à l'heure par rapport à la séquence où Emmanuel Macron disait à un homme de travailler pour se payer un costard. Est-ce que vous pensez que lui peut réussir à réconcilier les Français avec l'entreprise ? Emmanuel Macron, j'ai envie de dire rien de neuf sous le soleil, parce qu'en fait, il reprend un discours qui était le discours de Laurent Fabius de 84 lors de sa discours de politique générale, où il dit clairement qu'il faut réconcilier les Français avec l'entreprise. C'est lui qui a introduit le thème de la modernisation. Donc, M. Macron, si vous voulez, s'inscrit dans quelque chose d'assez ancien. Il reprend des thématiques du Parti socialiste qu'il a fréquenté, ce qui est un peu normal. Je crois qu'il n'y a rien de neuf, si ce n'est que de devoir supporter cette espèce de novlangue managériale un peu insupportable qui donne un sentiment de crédibilité parce qu'on emploie plein de mots en anglais et on croit dire des choses très savantes par la même occasion. Et par rapport à la séquence en question, il y en a quand même une qu'on a oublié de retenir, où il dit que dans une gare, on trouve des gens qui ne sont rien. C'est extraordinaire de pouvoir dire une chose pareille. Ça vaut guère mieux que l'histoire du costume. Bon. Et ça dit aussi, je crois effectivement, une forme de violence à l'égard d'une certaine partie de la population française. Et une violence qui est d'une certaine manière parfois mieux acceptée parce qu'elle vient de personnes comme lui, d'un certain milieu, d'une certaine bourgeoisie. Alors quand il y a une certaine violence qui peut venir des milieux populaires, celle-ci est toujours regardée avec beaucoup de réserve, d'inquiétude, mais c'est extrêmement violent de dire ça à quelqu'un qui, en plus, travaille probablement depuis l'âge de 14 ou 15 ans et qu'avec les salaires qu'il a, il ne pourra jamais se payer les costumes de M. Macron et au prix qu'ils sont. Voilà, ça c'est dit, votre coup de colère, Frédéric Farah. Non, mais c'est vrai. Mais c'est important, nous d'ailleurs, au niveau de la France Insoumise, on travaille énormément avec des coopératives d'éducation populaire qui ont lancé les ateliers de désintoxication de la langue de bois, pour pister justement pourquoi tel mot est utilisé, parce que les mots comme l'innovation, l'attractivité, la transformation. Il y a tout un tas de mots qu'utilise Macron pour essayer de nous conditionner à une seule façon de penser. C'est important de les réinterroger et de se réapproprier les mots qui permettent véritablement de penser qu'on est en train là de nous imposer une politique qui va enrichir toujours les mêmes pour mieux exploiter le reste de la population. Là, pour le coup, quand il parle du costard, on est loin de la langue de bois. Par contre, il y a aussi d'autres façons de mots qui montrent aussi une violence assumée pour incarner un pouvoir autoritaire qui lâchera sur rien. C'est ça ce qu'il essaye de faire. Et de montrer un mépris de classe totalement assumé. Et vous leur dites quoi à vos étudiants quand on utilise inégalité à tout bout de champ, service public, des choses comme ça Je pense que c'est très intéressant. Vous leur dites que c'est pas une langue de bois, ça aussi ? Non, pas du tout. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que l'on parle des cotisations sociales ou est-ce qu'on parle des charges ? Les libéraux vont parler des charges pour tout de suite montrer que c'est négatif. Moi, il faut les remettre en cause. On parle tous de bien, cotisations. vous verrez que M. Macron utilise toujours les charges. Il faut libérer la croissance. C'était le titre du rapport Attali. Mais attendez, est-ce qu'il les diminue, les charges ? Les verrous. Mais bien sûr qu'il utilise ces termes-là. Il faut faire sauter tous les freins. Et donc les freins, c'est quelque chose qui est négatif, qui vous empêche d'aller de l'avant. Et finalement, vous regardez, c'est pour justifier l'ensemble des politiques qui vont revenir sur les acquis du Conseil national de la résistance. Sébastien Ley. C'est-à-dire sur les retraites, la protection sociale, le code du travail, tout ce qui permet au contraire d'émanciper. Pour rebondir sur ce que dit Daniel Simonet, la sémantique d'entreprise, ça a son importance. Alors, 3 remarques. Cotisation sociale ou charge, c'est différent. 3 remarques sur les mots et la sémantique qu'utilise Emmanuel Macron. D'abord, les mots qu'il utilise, ce sont aussi ceux de sa génération. C'est un président jeune, 40 ans. Il est normal qu'il utilise l'anglais de temps en temps. Il n'est pas parfaitement bilingue. Mais effectivement, comparé au précédent président, il est capable de suivre et d'animer une conversation en anglais. Il utilise le langage de l'entreprise parce que dans la sphère économique, l'entreprise, désormais, a un rôle beaucoup plus important que les États. Des dirigeants d'entreprise. Non, pas forcément. L'entreprise au sens large, les entrepreneurs, dans les l'atelier, innovateurs, on parle de ça, un rôle bien important. sûr. Deuxième point, au sein du combat qui s'est noué à gauche il y a quelques années, Emmanuel Macron, de manière assez habile, a opposé des secteurs qui appartiendraient à l'économie de rente, rappelez-vous, l'immobilier, la vieille industrie, à ces start-up, et Jean-Marc Dédé avait raison, c'était plutôt quand il était ministre, il s'est servi un petit peu de l'atout-cœur que représentaient ces start-up en 2014, en 2015, en se rendant par exemple au CES de Las Vegas, parce qu'il savait que ces start-up étaient populaires et que c'était un moyen de convertir une partie de la gauche à l'économie de marché. Et ça a plutôt bien fonctionné. Troisième point, il ne faut pas être dupe de ce langage. Le monde de l'entreprise, le monde managérial, c'est aussi le monde de la collaboration, de l'horizontalité. Et sa pratique du pouvoir depuis 9 mois, elle est aux antipodes de cette pratique-là, puisqu'il est au contraire, dans ce qu'il a présenté comme la pratique du pouvoir jupitérienne, une certaine verticalité, un certain autoritarisme
qui, lui, n'a rien à voir avec les méthodes de management en entreprise. Une réponse rapide et après on avance. Oui, parce que franchement, le Non, mot mais de le la monde de l'entreprise collaboration, que vous connaissez, ce sont uniquement les grandes entreprises que vous critiquez, mais vous ne connaissez pas les petites entreprises, vous ne connaissez pas les entrepreneurs, et vous ne savez pas, vous ne voyez les relations avec les employés que sous le prisme de la pensée marxiste qui a donné naissance à la France insoumise. C'est pour ça que je fais une vraie distinction entre les grandes entreprises du CAC 40 et les petites entreprises. Je la fais moi aussi, et ce vocabulaire managérial, il est également utilisé par les créateurs d'entreprises. Dans le développement de l'emploi. Mais quand vous parlez de l'économie, de la collaboration, M. Macron est justement le chantre de la promotion de l'économie collaborative. Ce terme-là est terrible parce qu'il veut faire croire qu'entre une plateforme Uber et un chauffeur VTC, on est dans un rapport de collaboration quasi d'égal à égal. Alors qu'il est en train, finalement, de casser le salarié en cassant le code du travail pour vouloir développer une société du tous petit auto-entrepreneur qui est une méga arnaque parce que ce sont des esclaves sans droit, voilà, des travailleurs sans droit, et on retourne au tâcheron du 19e siècle. Merci, on reviendra sur ce point-là. Et nous, sommes-nous aussi vulnérables en économie parce que nous n'y connaissons rien? Est-ce un cliché ou sommes-nous des mauvais élèves? Le vrai du faux avec Sophie Lançon et Nicolas Bergot. Les taux d'intérêt, vous pouvez avoir une incitation. Les élèves français, mauvais en culture économique. Un cliché? Non. Une réalité selon une évaluation de l'OCDE menée entre 2012 et 2014. Des jeunes de 15 ans ont été interrogés. Ils ont dû reconnaître des mots de vocabulaire propres à la finance ou encore définir à quel moment acheter une action en fonction d'un graphique. Résultat, la France se classe 10e sur 18. Un prix Nobel américain a même fait les comptes. Ces lacunes en économie de la société française feraient perdre à la France 1 point de croissance chaque année. Autre domaine qui peut faire rêver les économistes français, les ventes de la presse spécialisée à l'étranger. Par exemple, en Grande-Bretagne, The Economist est leader avec 1,5 million d'exemplaires vendus. Le Financial Times affiche 850 000 abonnés papier et digitaux. C'est 2 à 4 fois plus que l'ensemble de la presse économique française. La France est-elle alors la dernière de la classe en termes de culture économique ? On ne peut pas tout à fait dire ça, car il y a certains domaines d'excellence. Il y a 3 ans, par exemple, c'est un Français qui obtient le prix Nobel d'économie et réveille l'intérêt de ses compatriotes pour le sujet. Ça a été assez extraordinaire, là, ce qui a suivi au mois d'octobre, effectivement, l'accueil des étudiants. Donc, je suis content que ça se passe comme ça. De quoi attirer de nouveaux talents dans son école de Toulouse. Et c'est un Français encore qui signe le carton de ces dernières années. Le livre de Thomas Piketty s'est vendu à près de 3 millions d'exemplaires à travers le monde et l'emmène jusqu'au Festival de Cannes. Je n'aurais jamais pensé que je viendrais à Cannes un jour pour un de mes livres adaptés en film. C'est une aventure incroyable. Selon un sondage, les Français sont maintenant plus d'1 sur 2 à se dire intéressés par l'économie. C'est 4 points de plus que l'an dernier. Alors, est-ce que les Français sont nuls en économie ? Jean-Marc Daniel, vous êtes le professeur. Oui, un des professeurs. L'un des professeurs. On est 2 professeurs ici, et puis nous avons l'occasion de croiser des étudiants étrangers. Je dirais que c'est un peu caricatural de considérer que les Français sont nuls en économie. Je crois qu'il y a là aussi, il y a 3 éléments importants à voir. On a parlé de Jean Tirole, on a parlé de Thomas Piketty. Une des caractéristiques des économistes français d'assez haut niveau, qui sont assez souvent des polytechniciens et des normaliens, c'est de maintenir une exigence mathématique qu'il n'y a pas dans beaucoup d'autres pays. Et ce qui fait une des forces des économistes français, c'est d'avoir encore une économie mathématique à un certain niveau, même si elle commence à donner, là aussi, sous les coups de boutoir, avec des signes de faiblesse. La deuxième caractéristique, c'est que en France, on est assez rapidement convaincu que l'économie, c'est plus une affaire d'opinion que de science. On peut défendre que n'importe quel point de vue, on appartient à un groupe. Et donc, à partir de ce moment-là, on doit dire un certain nombre de choses. Mais est-ce que l'économie, c'est une science exacte ? Alors, ce n'est pas une science exacte, mais pas du tout. C'est pas une science totalement exacte, mais si vous voulez, c'est une forme de science en ce sens qu'il y a quand même des éléments sur lesquels les gens sont à peu près d'accord. Et elle n'a pas la perfection de la physique en ce sens qu'elle ne permet pas de prévoir un certain nombre d'événements, mais vous avez dans les sciences dites exactes des situations qui sont analogues. On fait le reproche assez souvent aux géologues de ne pas être capable de prévoir quand va avoir lieu un tremblement de terre, ce qui est vrai, mais néanmoins la géologie constitue une science, c'est-à-dire un élément d'information, de connaissance, de maîtrise des phénomènes naturels, mais qui n'est pas
totale, qui n'est pas parfaite. Donc l'économie, ça se rapproche un peu de ce genre de dynamique intellectuelle. Et un des problèmes en France, c'est que assez souvent, on y introduit des éléments d'opinion avant de se caler sur des éléments scientifiques. Et le troisième élément que je dirais, c'est que assez souvent, les critères que l'on fait sur des critères d'économie, c'est-à-dire on demande aux gens de calculer des pourcentages, on demande des choses comme ça, qui ne sont pas forcément des éléments strictement économiques. C'est-à-dire que, effectivement, le nombre de gens à qui vous dites il y a une certaine quantité qui baisse de 10%, puis l'année d'après, elle réaugmente de 10%, et vous leur dites, mais elle ne réatteint pas, après avoir baissé 10%, puis augmenté 10%, elle ne revient pas au niveau initial. Il y a beaucoup de gens qui vous regardent de façon surprise, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas compris l'économie. C'est des mécanismes de lecture, plutôt des chiffres, que de l'économie, qui ne sont pas toujours bien maîtrisés par nos compatriotes. Alors si vous nous rejoignez sur LCI, sachez que la question que l'on se pose ce soir, est-ce qu'Emmanuel Macron est le banquier qu'il nous faut pour redresser le pays à l'heure où les indicateurs sont au vert? Est-ce que le fait d'être issu du monde de la finance est un atout pour la France? Est-ce qu'on se laisse, nous Français, facilement bluffer parce qu'on est mauvais en économie? Frédéric Farah, professeur. Alors, écoutez, moi, je veux vous dire, là, il y a un faux procès. Il faut que ça s'arrête, si vous voulez, parce que on est dans notre système scolaire au niveau du secondaire depuis le début des années 70. C'est diffusé un enseignement de sciences économiques et sociales qui a permis à des générations entières de Français de s'initier, à l'économie, à ses grands principes, son organisation, avec beaucoup d'intelligence, puisque cet enseignement a eu l'idée d'éclairer un phénomène pas simplement par l'économie, mais par plusieurs sciences sociales pour donner une vue plus générale. D'autre part, c'est une science qui effectivement est une science humaine, qui ne progresse pas par juste accumulation de savoir, parce qu'il y a aussi retour à des vieilles controverses. Par exemple, quand aujourd'hui vous voyez que le chômage est jugé comme un choix individuel, un arbitrage entre le travail et le loisir, c'est renoué avec des conceptions qui ont pu exister, à une certaine époque. Donc, je crois que les Français ont accès à une information, ils sont loin d'être nuls, et que l'économie, croire que c'est quelque chose qui va s'éloigner de la politique. Souvent, on utilise la théorie économique ou les enseignements de l'économie au service d'une politique, c'est-à-dire en utilisant, par exemple, en expliquant qu'il y aurait des lois aussi naturelles en économie que des lois physiques pour imposer aussi une certaine politique économique. Donc l'économie, elle est aussi au service d'un pouvoir. Il faudrait pas. Et aujourd'hui, le problème, et je le dis en tant que professeur d'économie, c'est qu'on veut saisir la réalité essentiellement comme si nous étions que, comme on dit en économie, des homo economicus qui font des calculs en permanence coût-avantage. Je trouve que cette réduction de l'individu juste à une composante économique est pour moi catastrophique. Donc on n'est pas mauvais en économie? Non, on n'est pas mauvais en économie. Daniel Il faut arrêter ce French bashing qui est insupportable. Pour parler l'anglais comme M. Macron, pour être jeune. On veut nous faire croire qu'on est nul en économie et que finalement les Françaises et les Françaises n'y comprennent rien en économie et donc il faut laisser les experts, il faut laisser le banquier, il faut laisser les technocrates à Bruxelles. Ils savent très bien ce qui est bon pour nous. Voilà ce qu'on veut essayer de mettre dans la tête des citoyens et des citoyennes. Parce que moi je veux vous dire, on n'est plus vraiment en démocratie. Quand dans notre République française on se rend compte qu'il y a 9 milliardaires qui tiennent 90% des médias, qu'il y a une telle collusion d'intérêts entre le monde économique, une bonne partie du monde politique et le monde médiatique, qui véhicule une idéologie dominante pour justement nous faire croire que nous, finalement, on ne peut pas exercer notre rôle de citoyen, puisqu'on ne peut rien y comprendre à l'économie et qu'il faut laisser les autres le faire à notre place. C'est plus le débat démocratique qui est respecté. Or, en économie, en politique économique, il faut savoir quels sont nos objectifs. Aujourd'hui, les objectifs que se fixe Macron, c'est d'enrichir ses amis en nous faisant croire au ruissellement, que finalement, les bénéfices des actionnaires de demain pourront être réinvestis dans l'économie réelle et que ça fera les emplois après-demain. En attendant, PSA, Tavares, le patron de PSA, il accumule les bénéfices. Tavares, PSA va du coup licencier et le chômage va continuer d'augmenter grâce à l'application des ordonnances Macron. Voilà la terrible réalité. Sébastien Ley, d'abord, pour rehausser la fierté française, il faut rappeler que la France a fourni de grands penseurs dans l'histoire des idées économiques. On parle toujours dans l'économie libérale d'Adam Smith, mais en réalité, elle a été inspirée par des Français. Vous trouverez ça dans tous les bons manuels d'histoire des idées économiques, notamment de mon voisin Jean-Marc Daniel. Donc c'est les physiocrates dès le XVIIIe siècle. Et puis au XXe siècle, effectivement, l'école mathématique française a fourni 3 prix Nobel.
1983, Debreu, qui a été aussi naturalisé américain. 88, Maurice Allais. Et puis plus récemment, Jean Tirole. Donc les Français ont leur place dans cette science économique, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu parfois déconnectée du réel. Elle se préoccupe beaucoup de concepts. Les Français, eux, ont plutôt la passion de ce qu'on appelle l'économie politique, c'est-à-dire l'application de l'économie aux problématiques politiques. Il me semble qu'il y a un moment de rupture qui est vraiment la crise de 2008. À ce moment-là, tous ceux qui parlaient d'économie politique en France, dans les médias, mais aussi dans le corps politique, se sont retrouvés décrédibilisés parce que la plupart de nos élites ou de ceux qui avaient accaparé le discours n'ont pas vu venir cette crise. Ils ne se sont pas souciés des dislocations financières qui se sont produites et qui ont eu les conséquences que l'on connaît. Et donc, je dirais que l'économie politique a été décrédibilisée en France depuis une dizaine d'années et depuis, on tâtonne, on nous parle de réformes structurelles, on nous parle à nouveau de croissance, mais si vous voulez, le discours économique que l'on tient dans les médias ne prend plus. C'est essentiellement une affaire d'opinion et de moins en moins de faits. On nous fait un matraquage. Non, parce que vous êtes invité dans les médias et donc on entend bien les différentes options. Vous êtes présent dans les médias, vous êtes systématiquement invité. On vous invite, donc Daniel sur LCI ou d'autres chaînes, vous avez une pluralité des opinions. Sur toutes les chaînes, à un moment donné, vous avez toujours l'économiste qui est invité. Non pas comme ici, vous en avez invité deux et qui sont d'orientation différentes. Les plateaux sont bien organisés. Mais non. Écoute, regardez toutes les chaînes d'information, elles ont à un moment donné l'information économique où vous avez un économiste qui est présenté comme un chercheur qui va présenter la vérité, alors que généralement on se rend compte, il n'y a qu'à voir le film ou le livre Les Nouveaux Chiens de Garde, qu'il est finalement payé par un des grands groupes et qui balance un discours ultralibéral. C'est pour ça qu'il faut regarder LCI, où il y a Daniel Simonet, des économistes de gauche et de droite. Les Français savent très bien que l'économie n'est pas une science exacte et qu'en particulier les économistes n'ont pas de solution toute faite sur la croissance, le chômage et l'emploi. Mais nous n'assumons pas des vrais débats. Faisons enfin un vrai débat, par exemple, pour ou contre la réduction du temps de travail, pour enfin lutter efficacement contre le chômage. Avons-nous ces débats-là? Non, on nous impose. La seule possibilité, c'est de casser le code du travail, c'est déréguler. C'est la flexi-sécurité avec ces grands mots de la novlangue libérale. Bon, pour faire plaisir à Daniel Simonet, pour répondre à la question, faut-il un homme issu du monde de la finance pour diriger le pays? Eh bien, on a un invité. On va poser la question à un banquier d'affaires. Voici notre premier invité. Moi, j'en suis un ancien. Bonsoir Philippe Rodriguez, bienvenue. Vous êtes associé gérant fondateur de Alvota Partners, une banque d'affaires pour les jeunes entreprises innovantes, et vous êtes également cofondateur d'Electronic Business Group qui regroupe des entreprises du numérique. À votre avis, vous qui êtes banquier d'affaires, quelles sont les qualités d'un banquier qui peuvent s'appliquer à la présidence d'un pays ? Je pense que les grandes qualités d'un banquier d'affaires, c'est d'abord la diplomatie. Et pas forcément, en fait, la technicité à la fois économique et financière. Donc c'est assez intéressant parce que la finance se revêt des réalités très différentes. Et le banquier d'affaires, lui, son rôle, c'est de travailler aux côtés des entreprises de façon à relever des défis qui sont leur financement, leur cession, la vente des parts des actionnaires. Et en général, la qualité qui est demandée dans un premier temps à un banquier d'affaires, c'est cette capacité d'une part de diplomatie et d'autre part d'avoir probablement aussi une part de storytelling, raconter l'histoire de l'entreprise dans le passé, dans le présent et bien sûr dans le futur. Storytelling, raconter l'histoire, vous ne l'avez pas rassuré Daniel Simonet. Vous m'aviez promis un cadeau. Mais voilà, le banquier d'affaires. Et un banquier d'affaires. Mais que fait un banquier d'affaires? Par exemple, un banquier d'affaires, il est responsable de pouvoir bien conseiller ceux qui ont des carnets d'actions et notamment de pouvoir les placer au mieux. Et notamment un banquier. Un banquier doit lever de l'argent pour des jeunes pousses. Vous parlez plutôt de la banque d'investissement, en l'occurrence. Et le banquier d'affaires, il est aux côtés des entrepreneurs et non pas. Donc là, vous parlez plutôt d'un banquier qui serait un banquier dans une banque d'investissement, dont le rôle en fait est de placer effectivement des actions, acheter des actions pour le compte de tiers. Et de conseiller dans l'optimisation fiscale. Voilà, c'est quand même le fait pendant des décennies. Ici, le banquier qui a fait l'objet d'un scandale Paradise Papers et pour lequel il n'y a pas eu une seule mesure prise par M. Macron. Non, ça n'a rien à voir. Son métier ne fait pas de l'optimisation fiscale. Et d'ailleurs, pour ajouter à vos détestations, je suis un ancien banquier d'affaires, donc je connais un peu son métier. Donc son métier, ça consiste à lever de l'argent, en l'occurrence pour des entreprises plutôt du secteur de la technologie, des jeunes pousses ou autres, et pas faire de l'optimisation fiscale. Non, on laisse ça en fait aux avocats qui sont spécialisés dans la fiscalité. Puisque vous parliez de diplomatie, qui est l'une des qualités